Chantal Beckmine, vous êtes architecte urbaniste, mais vous avez aussi fait en parallèle des études de philosophie, de psychanalyse et de socio-anthropologie. Depuis les années 80, vous répondez à des commandes publiques par une approche urbaine et sociale, s'appuyant principalement sur des récits littéraires. Vous avez fondé en 1997 à Marseille l'association Lire la ville, pour laquelle vous avez formé une équipe d'écrivains, d'artistes, d'architectes, de paysagistes et de philosophes. Cette association Lire la ville est à la fois un atelier urbain et une agence de reconversion professionnelle, œuvrant auprès de populations et de lieux urbains à divers titres disqualifiés. Et vous venez de publier un livre qui sera donc en librairie après-demain, intitulé Lire la ville et sous-titré Manuel pour une hospitalité de l'espace public. Quelques planches emblématiques de ce manuel sont visibles sur la page Facebook Séminaire Espace Public, Espace Commun. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer d'où vient cet objet? Ce manuel. Je voudrais d'abord tout de même vous remercier pour cette invitation et puis dire que j'ai trouvé beaucoup d'écho entre ce que je pourrais avoir à dire et ce qui a déjà été évoqué ce matin par Sébastien Gis, Virginie Saucier et Jean Hengens. Ajoutez encore que c'est la première fois que je participe à ce jeu-là, à une visioconférence, et que ça me tétanise un peu. J'aurais aimé montrer des images, mais je me trouve un peu handicapée par cette ignorance. Du coup, j'ai demandé à Anna ce qui lui paraîtrait intéressant de lire dans ce livre, dans ce travail. J'espère que quand je lirai, ce sera supportable pour vous. Donc, j'en reviens à la question. Ce livre, oui, c'est plusieurs choses. Je peux dire que c'est un ouvrage qui représente 4 ans de travail, mais surtout qu'il a été réalisé à la demande de la Fondation Abbé Pierre, grâce à son soutien financier et à celui de AG2Al. La demande portait précisément sur notre sujet de cet après-midi, le lien entre l'espace public et la vie sociale qu'il contient. Je peux dire encore qu'il fait suite, parce que c'est important, à une étude qui m'avait été précédemment demandée par la Fondation Abbé Pierre sur la place des SDF dans la ville. Ce que je constatais, c'est que dans cette étude, résoudre leur situation, c'était trouver un logement pour tout le monde, pour chacun, c'était indispensable, mais en même temps, cette situation perdure malgré toutes les promesses des différents présidents de la République. Et je me suis dit qu'il était plus important de tenir compte de cette situation, habiter l'espace public, que de chercher à la résoudre à mon niveau. Par ailleurs, je comprenais que cette désignation, les SDF, ne désigne pas une classe sociale ni un groupe particulier, je dirais c'est vous et moi à qui il est arrivé des ennuis. Et toute action spécifique à leur égard, ou tout aménagement spécifique ne serait que les enfermer dans leurs conditions de vie et en les regroupant et les mettre dans des conditions déjà extrêmement, je dirais, augmenter la difficulté de leurs conditions. Du coup, j'en arrivais à penser que les préconisations à donner ne portaient pas sur les SDF, mais sur un espace public dont on voyait bien qu'il était devenu de plus en plus hostile, inhospitalier, et pas seulement pour les SDF, pour tout le monde. Donc c'était une façon intéressante de les toucher tous, puisque la plupart des SDF sont complètement invisibles, et en même temps finalement ça profite à tout le monde, en prenant les SDF non pas comme cible, comme c'est souvent le cas, mais comme une sorte d'indicateur, parce qu'ils proposent la lumière la plus crue possible sur l'évolution de la ville. Je dois dire que j'ai été aussi motivée par un sentiment d'urgence face à l'actuelle désagrégation de la ville. C'est-à-dire que la tendance anti-ville est pas récente, ça dure depuis longtemps, mais elle accentue son action avec tout ce qui a été évoqué ce matin, le fonctionnalisme, le gigantisme des échelles, la financiarisation, le marketing urbain, la sûreté urbaine et la numérisation. Ce qui me frappe personnellement, c'est que la disparition de la ville ne soulève aucun mouvement de contestation, ne rassemble pas les foules. On manifeste, et c'est bien, hein, pour les atteintes à la planète, à la nature et à nos chances de survie physique,
Mais la menace sur notre vie psychique et sociale, sur la civilisation que représente la perte de la ville, ne mobilise pas les foules. Donc je me suis dit qu'il était important d'essayer de se donner non pas des moyens critiques seulement par rapport à cette histoire-là, des moyens d'analyse, mais aussi d'essayer d'aller dans le sens de qu'est-ce qu'on peut faire. Par ailleurs, on peut dire encore que ce manuel vient de plus de 40 ans d'une expérience professionnelle un peu particulière. Vous l'avez évoqué dans la présentation que vous avez faite. J'ai travaillé en effet sur des études et projets sur les projets urbains ou des projets sur l'espace urbain, de la programmation participative, toutes sortes de choses par rapport à l'espace urbain, comme conseil pour l'État, pour les collectivités territoriales, pour des communes, que ce soit en région parisienne, dans le sud-ouest ou dans le sud-est. Et au moins autant, j'ai travaillé sur des questions relatives à l'activité, à l'emploi. C'est un peu un hasard qui a fait que je me trouve être une des ancêtres des bilans de compétences et l'accompagnement de la recherche d'emploi depuis la fin des années 70 où le chômage est devenu structurel, et j'ai accompagné des centaines de personnes du PDG au SDF pour les aider à repérer leurs compétences et trouver du travail. Et en particulier, pendant 15 ans, à partir du début des années 2000, j'ai créé une structure pour ça, j'ai arrêté de le faire toute seule, et on l'a fait auprès de personnes cumulant des problèmes de santé, financiers, sociaux, psychiques, et dites par les institutions de l'emploi inemployables, et avec un succès absolument remarquable, il faut le dire, parce que cette méthode, elle est lente, elle est très très attentive, mais elle est extrêmement efficace. Voilà. Enfin, dans les deux cas, je suis rapidement arrivée au constat, qui est en même temps un postulat, qu'il est plus logique, plus économe et plus efficace de faire avec ce qu'il y a que de ne pas en tenir compte pour se référer à des standards ou chercher à coller à des modèles en important des programmes exogènes, je dirais. Voilà. Observer, enfin, faire avec ce qu'il y a pose une question méthodologique. Comment faire pour voir ce qu'il y a, là même où la plupart ne voient rien ou pensent qu'il n'y a rien, alors qu'il y a toujours quelque chose. La plupart des personnes qu'on nous confiait, par exemple, on nous disait, alors là, eux, c'est impossible, il n'y a rien dans leur vie, ils n'ont aucune compétence, et c'est impossible de dire ça. Toute personne accumule toute sa vie des compétences et personne n'y échappe. Donc c'est à partir de ce postulat que j'ai construit des méthodes permettant d'observer, de voir et de lire ce qu'on voit. L'observation, c'est la première étape d'une démarche scientifique, mais c'est aussi celle d'une démarche artistique ou poétique. Donc j'appelle la méthode que j'utilise une méthode littéraire, dans la mesure où elle s'appuie sur beaucoup, principalement sur des récits, sur l'observation et sur des récits. Pour les personnes, ce sont des récits de vie, des récits recueillis oralement et ensuite rédigés très très fidèlement, qui nous permettent de repérer leurs compétences et de les traduire en compétences professionnelles. Pour les espaces, ce sont notamment des récits de lieux. L'avant-dernier chapitre de mon livre s'appelle « Écouter, lire et écrire la ville » et il est consacré à expliquer cette méthode. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Anna? Oui, absolument. Alors, vous parlez d'espace public, mais de quel espace public parlez-vous? Enfin, de quel espace public s'agit-il? D'accord. Oui, évidemment, l'espace public recouvre des notions différentes. Hein. Jean Huygens le rappelait en citant Thierry Pacaud et les Gilets jaunes. Les deux sont en interaction. Hein. Il y a l'espace public défini par le philosophe Jürgen Habermas, qui est celui de la communication, des médias. Et puis, il y a celui étudié, par exemple, dès 1956, mais il n'est largement pas le seul, par Erving Goffman, qui est l'espace public urbain. On pourrait dire au singulier l'espace public pour la communication et les espaces publics pour les espaces matériels. C'est une façon, Catherine Forêt, par exemple, fait ce distinguo. Donc, par rapport à l'espace public, disons que sur un plan cadastral, on repère des parcelles qui sont ou publiques, les parcelles sont toutes ou publiques ou privées. C'est leur statut foncier.
À quoi s'ajoute le fait qu'un espace public est libre d'accès et gratuit. Et puis, Goffman donne des caractéristiques anthropologiques qui, moi, me paraissent valoir toujours et qui sont très intéressantes. Il dit 3 choses. Il dit, d'une part, on y rencontre de l'autre, des personnes qui ne sont pas nous-mêmes, qui sont différentes, étrangères éventuellement, ce qui permet d'ailleurs de développer plein de choses, comme la curiosité, qui est la base de la connaissance. Ensuite, dans cet espace public, les offenses sont réparées, dit-il, c'est-à-dire que si on marche sur le pied de quelqu'un, on ne va pas en plus, par exemple, on fait de révérence et s'excuser. Ce qui est bon, tout ce qui est du côté de la politesse, hein, on sait que l'urbanité, la civilité, la politesse, ce sont 3 mots qui ont pour racine grecque et latine la ville. Et on comprend. Anna? Oui, Anna, vous oui, oui, m'entendez? oui. Oui, oui, je vous entends. Oui, oui, très bien. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai été déconnectée. Non, 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 c'est bien, on vous J'étais en train entend. On vous entend. Ah bon, j'étais en train de dire que la politesse, vous avez entendu ça? La politesse, Oui, la oui, tout à civilité, fait. l'urbanité, Tout à qui fait. ont toutes 3. Voilà, d'accord. Parce que moi, ça m'annonçait que j'étais déconnectée. Et ensuite, le troisième critique que donne Goffman, c'est qu'on y bénéficie constamment de donner votre carte d'identité, de dire qui vous êtes, et on ne vous remarque pas spécialement comme une forme particulière sur un fond uniforme. Vous n'êtes pas comme un étranger qui arrive sur le fond d'un ensemble familier, par exemple. On voit à ce titre que dans certaines cités, dès que quelqu'un arrive qui n'habite pas la cité, on le repère tout de suite, quoi. Voilà. Là, je répondrai par rapport à votre question sur la notion d'espace public dont je parle. D'accord, très Ça bien. répond? Oui, oui, c'est très clair. Est-ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est composé votre ouvrage et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, bon, on va peut-être passer aux lectures. Là. Enfin, je vais faire une petite lecture parce que pour introduire le dernier chapitre, il y a un petit texte qui résume le tout assez rapidement. Alors, Très bien. voilà. Donc, c'est un texte qui dit qu'à travers, bon, il conclut un peu sur le manuel, puisque ça introduit le dernier chapitre, à travers ce manuel, nous avons tenté d'approcher une ville plus éthique, c'est-à-dire plus égalitaire, attentionnée, économe, soucieuse des personnes vulnérables et sans doute de fait plus écologique. L'angle de vue que nous avons adopté n'est pas celui de l'idéal pour une ville parfaite, ni de la morale pour une ville quaker, mais un angle de vue partiel et pragmatique, celui matériel et commun de l'espace public, le lieu justement où se manifeste, ou bien non, l'accueil de tous, l'égalité, l'attention. Nous avons tenté de dépasser le stade de la critique en recherchant et en proposant des chemins de réalisation praticables. Cela nous a amené à une approche fragmentaire, un espace public pièce par pièce, à travers une déclinaison de ces objets, de ces thèmes, et dont l'addition ne fait pas pour autant une ville. Néanmoins, une figure de cette ville plus éthique transparaît peu à peu de ces fragments et au travers de ces leitmotifs, et elle est évoquée plus globalement dans certains de nos chapitres, tels le rôle de l'espace public, écouter, lire et écrire la ville, une méthode littéraire dont je peux parler, et le dernier chapitre, comment penser une ville plus éthique. Voilà. Ensuite, pour dire ce qu'il y a dedans, je peux peut-être donner un aperçu du sommaire. Oui, 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 Alors, volontiers. Oui, oui, oui. voilà. Donc, le sommaire, dans le sommaire, il y a plusieurs points qui ont déjà été évoqués ce matin. Donc, on a des formes précises et concrètes qu'on rencontre dans l'espace public. On a des modalités de traitement de l'espace public. Et puis, on a un point qui m'a paru important, ce sont tous les contenus contenants privés ou publics qui accueillent du public. Et puis, on a ces 3 entrées théoriques dont je viens de parler.
Donc, dans la plupart de mes... Enfin, à peu près la moitié de mon sommaire a déjà été évoqué ce matin, comme par exemple par Sébastien Georgis, Virginie Saucier et Jean James. Il y a le sol, il y a ce que Georgis a appelé la porosité urbaine des rez-de-chaussée, que moi j'appelle la pliure entre l'espace public et les espaces privés. Il y a les bancs, les fontaines, les commerces, zones et centres commerciaux, l'ouverture des équipements au public, que j'ai appelé des équipements accessibles au public. Il y a la nature en ville, il y a une nuit urbaine et protectrice. Voilà. Et par ailleurs, il y a encore l'entretien de l'espace public, les toilettes, des kiosques multiservices, les bains-douches, les parkings, les gares, les lieux de culte, la signalétique urbaine, une sûreté civile et non agressive, les squats, les bidonvilles. Voilà. Donc ça, c'est le sommaire. Ce que je peux, si c'est pas trop long, c'est donner peut-être comment la structure qui est identique pour tous les chapitres d'un chapitre, enfin montrer comment fonctionne un chapitre. Par exemple, je peux prendre celui des bancs, où à l'entrée de chaque chapitre, on a une problématisation de cet objet. C'est-à-dire que les bancs, leur suppression assez classique dans la ville en ce moment entraîne plusieurs questions. L'une, effectivement, de santé publique, où on a une punition collective par rapport au fait qu'on veut que certains publics ne squattent pas les bancs, qu'il s'agisse des SDF ou des jeunes en particulier. Et du coup, on a un problème de santé publique sur le repos dans la ville. Ensuite, ça pose un problème de sûreté urbaine, paradoxalement, parce qu'on ne veut pas voir rester certains à ces endroits, mais en fait, à partir du moment où on empêche les personnes les plus diverses et fragiles, en fait, toute une diversité de populations, de s'arrêter dans la ville au lieu de devoir circuler tout le temps et de s'asseoir, on favorise l'occupation par les lieux des plus costauds, je dirais, et on voit des endroits où le territoire devient accaparé par eux et ainsi livré, je dirais, à la loi du plus fort. Ensuite, ça pose des questions de citoyenneté et de vie publique, ce qu'on comprend bien. Donc ça, le premier chapitre de mon chapitre, c'est une problématisation. Le second, c'est en théorie et en pratique, qu'est-ce qui est possible de faire qui soit pertinent et cohérent, que ce soit pour l'objet lui-même, le banc par exemple, ou pour sa situation dans la ville. Ensuite, on a quelque chose qui est très très pratique, qui est en quoi les bancs publics, paraît-il, par exemple, sont-ils utiles directement pour les personnes. Donc, c'est utilité directe pour les personnes, par exemple, se reposer, ralentir son rythme cardiaque. Bénéfice indirect pour les personnes, pour chacun de ces objets. Par exemple, en l'occurrence, ça peut être se retrouver avec soi-même, méditer ou côtoyer d'autres personnes qu'on ne connaît pas, ou au contraire, être avec son amoureux, comme disait Brassens. Ensuite, quels sont les bénéfices pour la ville? Et ensuite, y a-t-il des effets potentiellement indésirables et comment les contrer s'ils existent? Ensuite, on a un chapitre assez rigolo qui est exemple et contre-exemple. Je dois dire que l'ensemble du manuel est extrêmement illustré, donc les exemples et contre-exemples, il y a au moins 10 photos par page. Ce chapitre-là, il est intéressant parce que même si on peut dire que ce que je propose est quelque chose d'utopique, en tous les cas, on comprend que pour chaque chose, il y a des exemples dans le monde de réalisations qui ont été faites. On trouve des parkings dans lesquels il y a de la vidéo, de la danse, toutes sortes de choses comme ça. Voilà, on trouve toujours des exemples de ça. Ensuite, il y a un chapitre qui est marche à suivre, qui malgré son titre un peu directif, n'est que ça découle simplement de ce qu'on vient de dire auparavant. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement si on veut mettre en place, par exemple, une politique de banc dans sa ville? En général, ce chapitre-là commence assez systématiquement par une observation de la situation présente, existante. Et puis, il y a un dernier chapitre qui est pour en savoir plus, dans lequel on regarde un peu l'historique de l'objet dont on parle, et puis sa présence dans les arts, la littérature. Voilà, donc ça c'est, je vous ai tout dit
sur le contenu de cet ouvrage. Merci beaucoup. Alors, dans l'introduction… Peut-être, non, Anna, tout ça? Pardon? Pas un peu long, tout ça? Juste une dernière petite question concernant les commerces, parce que dans l'introduction, vous parlez des commerces en rez-de-chaussée et de leur lien avec la sûreté urbaine. Alors, d'autant plus que vous m'avez dit que vous avez vous-même formé des policiers à la sûreté urbaine. Donc, vous êtes particulièrement, vous connaissez particulièrement le sujet. Et puis, comme on en a parlé ce matin concernant l'humour, ce serait intéressant que vous nous disiez quel est le lien, selon vous, ce qu'apportent les commerces à l'espace public, notamment en termes de sûreté urbaine. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que dans la ville constituée, le rez-de-chaussée constitue dans la ville constituée une articulation extrêmement riche, très fertile. Et sur cette articulation déjà riche, c'est là qu'on trouve les commerces. Alors j'écris ceci. Leur mode d'affleurement sur l'espace public est particulièrement généreux et efficace en termes de régulation sociale. Il représente pour les passants la possibilité permanente d'un recours. On peut toujours entrer chez un commerçant, demander un verre d'eau ou demander d'appeler les secours, par exemple. Il constitue autant d'espaces privés accessibles au public, pratiquant une hospitalité de fait, qui est essentielle à l'instauration d'une civilité qui opère sur le mode de la contamination. On a les expressions faire du commerce, mais on a aussi l'expression avoir commerce avec des gens, par exemple. Les commerces offrent également autant de lieux de parole dans lesquels les commerçants assurent une triangulation des relations entre les personnes en présence, leurs clients. Et dans un commerce, l'échange des marchandises contre de l'argent ne se fait jamais sans un échange oral. On y apprend l'art de parler de la pluie et du beau temps ou de parler pour ne rien dire, ce qui est un art essentiel. Il constitue ainsi une multitude de havres pour les isoler et soigne tous ceux qui ont besoin de se trouver parmi les autres. Ils donnent aussi beaucoup à voir. Ils permettent d'admirer ou de désirer des objets qu'on ne possédera jamais, des gâteaux qu'on ne mangera pas. Leurs vitrines sont autant de scénettes, autant de fenêtres sur des petits univers d'une riche diversité. Elles font miroiter dans la rue une foule d'idées, de leçons de choses. Elles apportent des brillances et surtout des profondeurs latérales qui métamorphosent comme par magie la géométrie de la rue. Les commerces sont pour beaucoup dans la parure de l'espace public, son chatoiement, cette parade amoureuse adressée aux passants, mais ils ont aussi une fonction de témoin privilégié. On dit que le commerçant balaye devant sa porte, en tout cas, il a toujours un œil sur sa portion de trottoir. Le commerçant exerce une fonction de sécurité qui n'est pas identifiée comme telle, une sécurité à la fois économe, on ne fait pas pour ça, et non agressive. Et comme elle n'entraîne aucune surenchère provocatrice ou défensive, comme il n'entraîne aucune surenchère, ce mode de régulation intégré est incomparablement plus efficient qu'une présence policière. Les bons offices de ces témoins privilégiés valent aussi pour tous les êtres parlants que la nuit place en faction involontaire dans l'espace public. Un kiosque à sandwich ouvert tard, même s'il n'est pas au top de la gastronomie ou de l'hygiène, c'est une balise qui se voit de loin dans la nuit et qui, à elle seule, sécurise de vastes espaces. Ces présences non policières constituent d'incomparables gardiens de la paix civile et même mentale. Voilà le texte en question. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal, pour cette intervention vraiment passionnante. Je recommande vraiment très vivement votre livre qui non seulement est un objet magnifique avec énormément d'illustrations, de très belles images, mais en plus est vraiment très bien écrit, très agréable à lire. Donc vraiment, c'est un outil qui joint vraiment l'utile à l'agréable. Merci.